Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG sur RME. L'émission passe aussi sur les plateformes digitales de la MBC et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Monsieur Jean-Marie Richard qui est membre Human Rights Division, National Human Rights Commission, et également Monsieur Amar Mahdiou qui est prof de droit à l'Université de Maurice et il est également IGO HGA, coordinateur à 10 mois. Messieurs, bonjour. Bonjour Josian et les auditeurs, les auditrices, les internautes et les téléspectateurs. Monsieur Mahdiou, bien le bonjour à vous aussi. Bonjour à vous tous. Alors, le thème de notre émission ce matin, c'est le rôle des ONG en période de guerre. L'actualité oblige, et l'actualité actuellement, c'est surtout cette guerre Iran-Israël et ses répercussions. Jean-Marc Richard, pour commencer l'émission, vous avez été nommé là, il y a quelques jours à Human Rights Division comme membre. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quels sont les grands chantiers à National Human Rights Commission? Tout d'abord, c'est un chantier en perpétuelle évolution, ébullition, etc. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites, qui ont été faites. Nous sommes en période autour du président Ajit Boulel et les membres, mes collègues et confrères et consoeurs membres des deux divisions. Donc vous avez le Preventive Mechanism et le Human Rights Division, qui sont les deux divisions qui dépendent de la commission. Il y a une prise de contact. Je crois qu'il faut que déjà on connaisse les rouages de l'institution, ses mécanismes, les personnes qui sont là, qui disposent d'une expérience et d'une expertise dont nous sommes appelés à nous ressourcer et nous sourcer. Les droits humains sont sont des principes. Il y a tout un encadrement qui, pour nous, en ce qui concerne la Human Rights Commission, découle du cadre juridique de la Protection of Human Rights Act de 1998. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous découvrons, nous mettons en place. Et déjà, ma présence aujourd'hui au titre de la commission est une indication sur notre volonté d'interagir avec les éléments de la société civile pour faire connaître et faire provoquer l'adhésion au principe des droits humains qui sont imprescriptibles, intangibles. Ils sont normalement, ils doivent être respectés de la vie à la mort. Je crois que c'est universel. Il y a une universalité au niveau des droits humains. Chaque être humain dispose de droits et de responsabilités. Et c'est cela notre grand chantier. C'est faire que la culture des droits humains soit bien implantée, bien ensemencée et bien sûr apporte très rapidement de très beaux fruits qui vont faire la crédibilité et l'honneur à la République de Maurice. Amar Mahdiou, prof de droit à l'Université de Maurice, vous êtes également IGO SGA, coordinateur à 10 mois. Alors expliquez-nous vos fonctions, surtout IGO SGA. Ok, merci Josian. Donc d'abord, je tiens à féliciter Monsieur Marie et aussi l'équipe au sein de la National Human Rights Commission. Bon, pour vous dire qu'en tant qu'académique et chercheur en droits humains, la National Human Rights Commission s'est très vivement fait critiquer ces derniers, je dirais même 15 à 20 ans, parce que étant une institution aussi importante, mais elle n'arrivait pas
nécessairement à faire ce que l'institution est supposée de faire, comme a mentionné Bernard, dans le sens où il y a un Protection of Human Rights Act qui est the Enabling Legislation, et ensuite il y a deux divisions qui ont des mandats très spécifiques. Donc, on comparait toujours avec le South African Human Rights Commission, qui est tellement efficace, qui est tellement on the forefront, comme on dit. Alors, donc, c'est extrêmement soulageant de savoir que l'équipe qui est en place à la National Human Rights Commission maintenant va définitivement délibérer. Et surtout, si on voit un peu les personnes qui ont été nommées, ce sont des personnes qui ont, je dirais, plus directement qu'indirectement, qui sont liées avec les droits humains, soit comme juristes ou bien comme des personnes qui avaient et peut-être qui ont toujours une présence très forte sur le terrain en ce qui concerne les droits humains. Donc, voilà, mes félicitations, et on a beaucoup d'espoir et beaucoup de hopes de cette commission. Alors, mon rôle en tant que IGO coordinateur, c'est qu'au sein de DIMOA, qui est un ONG, bien évidemment, nous pensons que la protection des droits humains ne se fait pas en silo. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le judiciaire ou bien ce n'est pas seulement l'académia qui va pouvoir protéger d'une façon efficace les droits humains. Alors, de ce fait, pour agir comme un pont entre la société civile et de l'autre côté, vous avez le gouvernement. Pour HGA, c'est Home Government Approach, donc le gouvernement. IGO, c'est pour les organisations internationales telles que l'Union africaine. Alors, je vais bien commencer par l'Union africaine parce qu'ici à Maurice, on a tendance de se focaliser trop sur les Nations Unies qui, bien évidemment, nous concernent, mais nous sommes d'abord un État africain, donc c'est très important de mentionner, peut-être même en première, l'Union africaine et bien sûr par la suite les Nations Unies. Donc, on essaie de faire le pont, on essaie de faire des lobbying, des advocacy avec ces instances et pour présenter nos projets, mais également pour pouvoir faciliter l'implémentation des divers projets que nous avons au sein de DIMOA. Jean-Marie Richard, avant de parler du thème les droits humains en période de guerre, les ONG en période de guerre, le rôle, on aimerait bien comprendre avant tout quelle est la situation et les répercussions de cette guerre Iran-Israël. Je pense que tous les Mauriciens, les gens du monde entier suivent cette actualité. Oui, Josian, tout d'abord, disons que il faut dire que cette guerre est une guerre qui a été enclenchée par l'État d'Israël, qui a été les premiers à bombarder les sites iraniens. Donc c'est littéralement, je parle sous la direction d'Amar et sa connaissance juridique, c'est une guerre d'agression. Okay? Et c'est une guerre d'agression qui est soutenue du point de vue de l'argumentaire israélien et ses alliés, notamment les États-Unis, par presque 40 ans de cauchemar depuis l'arrivée au pouvoir des clercs et des religieux en Iran. C'est vraiment le cauchemar de l'Occident, des États-Unis, d'Israël, etc. Et aussi certains États du Golfe qui, quelque part, doivent être très heureux qu'Israël fasse le entre guillemets, sale boulot pour eux. C'est une guerre d'agression. Maintenant, pourquoi cette guerre? Parce que il y a eu plusieurs décennies de menaces, de mise en cause, etc. Et il y a quand même des similitudes avec ce qui avait déclenché la première guerre du Golfe, c'est-à-dire les armes de destruction massive qui ont justifié l'intervention américaine, etc., et des Nations Unies. Et aujourd'hui, il y a eu des bombardements de sites nucléaires civils, apparemment, par Israël. Et aussi, ne l'oublions pas, en soutien d'Israël, il y a eu les bombardements des États-Unis. Okay? Qui sont venus. Donc, c'est une guerre également. Les États-Unis ont également participé à des actes de guerre. Okay?
Donc, il faut pas négliger cela. Et donc, je disais, et on n'a pas eu de traces de radioactivité heureusement, suite à ces bombardements. Euh, à ce sujet, il faut rajouter, pour être honnête, neutre et objectif, que l'Iran s'est conformé à des visites de ces sites nucléaires il y a quelques années. L'Iran a quelque part joué le jeu jusqu'à d'une certaine mesure, ce que n'a pas fait Israël. Israël est suspecté de détenir l'arme nucléaire, mais n'a jamais accepté qu'il y ait des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme l'Iran l'a fait. Maintenant, pour être précis, Israël est en train de remodeler depuis quelques années son Proche-Orient. Israël est intervenu et a intervenu souvent au Liban depuis les années 70. Elle est intervenue à Gaza jusqu'à maintenant. Elle est intervenue en Syrie et maintenant elle intervient en Iran. Donc il y a derrière ce projet du Grand Israël qui fait partie du rêve des penseurs sionistes du 19e siècle, mis en application après la Deuxième Guerre mondiale et en s'appuyant sur la déclaration de Balfour à la fin de la Première Guerre mondiale. Israël est en train de progressivement, à l'extérieur, élargir son champ d'action, en même temps avoir un buffer zone. Okay? Iran n'est pas directement dans cette première tranche du buffer zone, mais l'Iran a toujours été, contrairement aux autres monarchies du monde arabe, et toujours été aux avant-postes de la contestation des actions de l'État d'Israël vis-à-vis notamment des Palestiniens. Alors, il y a également une autre action, c'est que pendant qu'il y a des bombes qui tombent sur l'Iran, ben, le point focal de l'attention, et d'ailleurs vous vous posez la question, mais alors à Gaza, rien n'est arrêté, ça continue à Gaza. Tous les jours, ça continue. Ça continue. Donc, il y a une volonté là de détourner un peu l'attention de ce qui se passe à Gaza pour leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils veulent faire. Et ça a été annoncé dès les premiers jours après le 7 octobre 2023. Amand Madiou, vos commentaires? Moi, je pense que je vais peut-être... Enfin, Bernard a fait un récit... C'est Jean-Marie Richard. Jean-Marie, excusez-moi. Oui. Jean-Marie a fait un récit très précis de la situation, mais peut-être que ce qui m'étonne un peu, et j'ai essayé de bouquiner, de lire un peu, c'est de penser, est-ce que cette guerre n'est pas faite par exprès? C'est-à-dire que, comme Jean-Marie est en train de nous dire, que est-ce que, par exemple, juste pour détourner un peu l'attention sur Gaza, et d'un point de vue Israël, sur le projet Gaza. Parce que pour Israël, Gaza, c'est pas un peuple, c'est pas une population, c'est pas un territoire où il y a des gens qui vivent, mais c'est un projet. C'est un projet expansionniste, c'est un projet que Israël tient à cœur depuis beaucoup de temps, avec bien sûr la complicité des États-Unis. Alors je me demande si, par exemple, cela n'est pas fait par exprès, dans le sens où allons attaquer l'Iran pour que ici on détourne un peu l'attention et on peut terminer un peu ce projet. Parce que pour vous dire, c'est quoi la raison que Israël et aussi les États-Unis sont en train d'avancer pour essayer de justifier, tant bien que mal, je dirais plus mal, cette guerre? C'est le projet nucléaire de l'Iran. Le projet nucléaire de l'Iran, comme Jean-Marie a bien précisé, c'est un projet civil. De toute façon, ils ont invité avec aucun problème les inspecteurs des Nations Unies concernant, vous savez, l'inspection et concernant tout ce qui est relié avec nucléaire, plus les armes nucléaires. Et là, on a vu qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien qui peut, par exemple, être
suspicieux, donc qui veut dire qu'ils sont en train de développer le nucléaire pour des besoins civils et bien sûr pour des besoins énergétiques. Mais là, il y a toujours ce problème de... Et aussi, là, si je porte un peu mon chapeau de juriste, alors là, vous avez au niveau international un traité qui s'appelle le Non-Proliferation Treaty, qui est extrêmement étrange dans le sens où il y a initialement 5 membres, les Five Veto Power Holders, qui vous dit que à partir de maintenant, c'est que ces 5 pays qui auront le droit d'avoir des armes nucléaires. Right? Alors nous avons ces armes et à partir de maintenant, il n'y a aucun pays, surtout si vous êtes État signataire de ce traité, vous n'avez pas le droit de produire ou bien d'avoir ces armes pour vos besoins de défense, right? Qui est très contradictoire. Parce que si vous voulez éliminer, si vous voulez à ce que l'humanité ne fait pas face à, vous savez, le menace nucléaire, donc là, bien sûr que vous essayez logiquement d'éliminer les armes pour tout le monde. Mais là, vous avez 5 qui ont la possibilité légale de l'avoir et le reste ne doivent pas. C'était un peu l'histoire avec l'Inde à l'époque de Manmohan Singh, mais bien sûr que l'Inde étant très différente de l'Iran, ils ont pu tenir grounds et ils ont pu justifier pourquoi c'est important. Et là, on ne met plus de pression sur l'Inde pour ne plus développer. Right? Légalement, on sait qu'il y a 5 pays qui ont ouvertement déclaré être en possession de ces armes, mais il y a également beaucoup de pays qui l'ont, mais on n'ouvre pas nécessairement l'œil sur eux. Mais pour l'Iran, c'est justement ça. Alors, tout d'un coup, et il y avait des négociations depuis 2015, même avant, en termes de comment faire, comment est-ce que... L'Iran était ouvert, en fait, pour dire que, OK, dites-moi ce que vous voulez en termes de négociation. J'ouvre mon pays, venez inspecter, je vais essayer de faire de mon mieux pour justifier. Qu'est-ce qu'on fait avec ces facilités, ces installations nucléaires? Mais tout d'un coup, en 2025, depuis le 13 juin, pour être plus précis, on utilise cet argument et commence à attaquer. Alors pour moi, bien sûr, il y a beaucoup de conspiracy theories aussi sur le sujet, mais ça paraît assez bizarre que tout d'un coup. Alors pour moi, c'est beaucoup plus parce qu'il y a quelque chose à terminer avec le Gaza, donc il faut essayer de détourner l'attention et je pense qu'ils ont réussi. Parce que si là, vous consultez les websites d'Al Jazeera, BBC, CNN et tout, l'attention est vraiment sur l'Iran et l'Israël. Donc, ouais. Oui, et Josiane, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que Amar vient de dire, il y a également une volonté explicite de topple down le régime iranien. Il y a cette volonté de la part des États-Unis, notamment, et ça a été dit, peut-être pas directement par Trump, mais par ses conseillers, etc. Donc là, on peut considérer, si ce n'est pas un acte délibéré d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, d'une république islamique d'Iran, est-ce que c'est dans l'ordre des choses et en respect du droit international? Je pense que non. Mais quelque part, si on voit l'histoire depuis la fin de la dernière guerre mondiale, en 1945, le nombre de pays qui ont été pointés du doigt, agressés, déstabilisés, notamment par les Américains et les services des Américains, ben la liste est assez longue. Il n'y a qu'à voir l'Amérique du Sud, en Afrique, je pense à ce qui s'est passé au Congo, ce qui s'est passé et dont le Congo ne s'est jamais remis de ce qui se passe actuellement au Soudan, où les Américains sont intervenus jusqu'à quand les hélicoptères de plusieurs millions de dollars s'est fait descendre par un bazooka de $10, quoi. Donc, et il y a eu effectivement le Vietnam, le Laos et le Cambodge, qui sont des pays injustement bombardés comme jamais. Il y a plusieurs bombes d'Hiroshima en termes de puissance, en termes de tonnage, que les États-Unis ont commencé par déverser en Europe à la fin de la dernière guerre mondiale, au Japon. Au Japon, il y a eu le nucléaire, mais dans plein de pays dans le sous-continent asiatique, donc pas au Moyen-Orient, mais
à l'Extrême-Orient pendant la guerre du Vietnam qui ont beaucoup souffert de cette tendance de Big Brother. À l'époque, pour revenir à la question de la non-prolifération, c'est vrai qu'on était à l'époque dans une logique de guerre froide. Et on se souvient de l'affaire des missiles à Cuba, où ça a failli déclencher quelque chose. Et heureusement, Kennedy et Khrouchtchev ont eu donc, il y a une contradiction aussi par rapport au nucléaire. C'est que dans les pays comme la France, les États-Unis, l'Amérique et la Chine, l'arme nucléaire devient un effet de dissuasion. C'est la période de le Mutual Assured Destruction, MAD. Tu m'écrases, je t'écrase. Donc, qu'est-ce qui reste après? Qui c'est qui est gagnant? Donc, ça, il y a un effet donc de dissuasion qui découle du feu nucléaire. Mais depuis, se sont développées des armes tactiques, c'est-à-dire des armes de combat qui peuvent être utilisées pour aller détruire une compagnie de chars, par exemple. Mais il y a toujours les effets des radiations. Donc, je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur l'avenir du monde en se détachant de la perspective et du contexte qui prévalait juste après la dernière guerre mondiale et jusque dans les années 70-80 du siècle dernier. Il y a une nouvelle recomposition qui se fait actuellement. Un des pôles, c'est bien sûr ce qui se passe au Moyen-Orient depuis 20 ans, 30 ans. Afghanistan, Irak, Iran, tout ce qui est, bien sûr, Syrie, toute cette zone-là qui, depuis un siècle et demi, est sous l'effet de turbulences. Ça ne date pas hier, ça. Hein. C'est comme la guerre contre Gaza. Ça n'a pas déclenché en septembre, en octobre 2023. Ça date de 1948, quoi. Hein. Donc, il faut remettre les choses en perspective, et c'est bien d'avoir ces émissions-là qui nous permettent de remettre les choses en perspective. Messieurs, vous avez parlé à Mahamadou de l'Union africaine, des Nations Unies. On aurait aimé comprendre le rôle de ces entités en période de guerre. On voit qu'il y a beaucoup de leaders, d'hommes politiques qui font appel à arrêter cette guerre. On voit Trump même dire qu'il faut cesser cette guerre. On a vu le Premier ministre mauricien. Mais il dit qu'il faut cesser la guerre, mais il continue à livrer des armes. Alors, voilà. Quel est le rôle de l'ONU? Quel est le rôle de l'Union, des unions, de ces entités qui certainement militent pour qu'il n'y ait pas de guerre? Alors, on se sent un peu perdu. Il y a des entités, il y a des institutions, mais on voit qu'ils n'ont pas cette... comment expliquer ça? Comment dire ça? L'autorité. Disons que l'autorité des institutions internationales, je vois qu'Amar est mieux placé pour parler de ça en sa qualité de juriste. Hein, et puis, il va pouvoir également parler de l'action des ONG. Et je crois que c'est la mise en application des décisions et des... comment ça s'appelle? Des résolutions des Nations Unies. Et si ce n'est pas veto, l'objet de veto de la part d'un des membres permanents du Conseil de sécurité, je rappelle qu'ils sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et l'Angleterre. Donc ce sont ceux qui ont la bombe nucléaire. Ils peuvent veto. Il y a eu tellement de résolutions pour notre combat pour les Chagos. Il y a eu des résolutions. Mais ça n'a jamais été respecté. Bon, maintenant, il y a des choses qui évoluent. Heureusement. Encore faut-il qu'il y ait plusieurs étapes de signature de traités, etc. Et par rapport à cela, combien de résolutions il y a eu par rapport à Israël et par rapport à la Palestine? Combien a été appliqué? Zéro. Aucun. OK?
Donc, ça démontre les limites de ces institutions. Maintenant, Amal a parfaitement raison. Nous, bien sûr, ça nous préoccupe. Nous avons notre voix au Conseil de sécurité. Notre ambassadeur Milan Mitarban a récemment réitéré la position de Maurice à la solution des deux États, à le fait qu'il faut un échange, que les otages, entre guillemets, soient libérés et qu'il y ait une enquête internationale sur ce qui s'est passé à Gaza. OK? Mais c'est très bien. Mais quelle application on va mettre dessus? Les institutions internationales, au nom du principe de souveraineté nationale, ne peuvent pas, à moins qu'il y ait des intérêts très précis, des membres du Conseil de sécurité, quand vous voyez le pattern, ce qui s'est passé à Gaza, quand il y avait des résolutions qui avaient le veto américain, un autre qui avait le veto russe. Veto américain, veto russe. Donc, ça va à l'encontre de l'expression de la majorité. Il y a des résolutions prises en Assemblée générale qui ont été vétées. Donc, il y a une réflexion à avoir aujourd'hui qu'on n'est plus dans le contexte de la pré-guerre, ok, mais nous sommes dans un contexte de pluri-guerre, de plusieurs guerres, plusieurs conflits armés à travers le monde. Donc maintenant, je vais laisser à Amar le privilège de nous éduquer sur l'Union africaine, et je crois que là, on a beaucoup de choses à apprendre de nos amis africains. En fait, votre question me rappelle de mon prof de droit international public quand j'étudiais en Afrique du Sud, à Pretoria. Alors, il disait toujours Imagine the world without the United Nations. Je pense que c'est une question très précise parce que c'est une institution qui est tellement critiquée à un point où on oublie, par exemple, des belles choses que cette institution a pu faire. Alors, bien sûr, très souvent, peut-être qu'on va en parler après dans l'émission en ce qui concerne l'assistance humanitaire. Donc, s'il n'y avait pas les Nations Unies, on ne sait pas, pendant la pandémie, malgré, par exemple, je pense que c'était Trump même qui était au pouvoir, donc malgré l'ingérence des États-Unis avec tout ce que le directeur général de l'OMS faisait, mais malgré cela, on a pu s'en sortir de cette situation. Donc, il ne faut pas oublier, ces organisations sont des organisations intergouvernementales. Donc, c'est pas comme, disons, dans un pays où vous avez le judiciaire. Alors, si quelque chose ne marche pas, vous critiquez le judiciaire en disant que, voilà, les juges ne font pas le travail ou bien... Non, c'est une organisation qui se crée avec, bien sûr, les États membres. Avec les États membres, même comme membres, donc qui veut dire que indirectement, si vous critiquez les Nations Unies, ça veut dire que vous êtes en train de critiquer les membres qui sont là. Et vous-même. Et vous-même, bien évidemment. Mais maintenant, structurellement, c'est vrai que, parce que les Nations Unies, c'est une création post-1945, après la guerre. C'est tout à fait normal. En classe, je dis tout le temps que si on est dans une classe de 30 et il y avait une autre classe qui était en train de nous bully, alors il y a moi, en tant qu'étudiant, vous et Jean-Marie, qui se sont, disons, bagarrés pour qu'on rétablisse un peu la paix. C'est tout à fait normal que la classe va finalement vous dire, mais vous êtes notre leader. Donc, vous allez nous représenter, vous êtes nos chefs. C'était un peu la même chose. Alors, ceux qui ont contribué ou bien qui ont directement win the war en 1945, donc ils ont dit que, OK, on crée les Nations Unies, mais en même temps, on va créer peut-être l'instance la plus importante qui est le Conseil de sécurité qui prend toutes les décisions les plus importantes et on va être les chefs dans le sens où on va avoir le veto power. Donc, il veut dire que, mais comme je dis très souvent, je vais prendre un exemple, ça c'est mon opinion personnelle, on critique souvent le best loser system. On ne peut pas critiquer le système parce que le best loser system est là pour la représentation des minorités au Parlement. Donc, ce n'est pas le système qui est à critiquer, mais c'est la façon dont les politiciens ont utilisé le système. C'est ça le problème. On a un système similaire au Singapour. Mais ce n'est pas la même situation. Alors, c'est la même chose. Donc, il veut dire qu'il y avait une raison pour laquelle on avait le veto power, c'est 5 pays, mais en cours de route, par exemple, on a eu un abus de ce pouvoir et bien sûr, tout a changé. Alors,
moi, enfin, je ne sais pas si je suis en train de jump the gun un peu, mais peut-être si on n'a pas l'occasion d'en parler. Moi, je pense que, bien sûr, la route la plus longue est, bien sûr, restructurer les Nations Unies. Mais gros problème, c'est que quand vous allez commencer même le débat en ce qui concerne restructuration, les veto-powerholders, ou bien au moins 2 ou 3, vont veto la résolution. Donc, on va s'arrêter tout de suite là. Alors, donc, qui veut dire que même si, par exemple, techniquement, on a la résolution 365 de l'Assemblée générale qui vous dit que si jamais il y a une situation qui est tellement grave, une situation humanitaire bien sûr, où il y a des violations des droits humains autant graves que, et que le sujet a été débattu au Conseil de sécurité et ça a été veto, vous pouvez toujours retourner à l'Assemblée générale, ok, et par une majorité simple, on peut toujours faire quelque chose. Mais le problème, Josiane, c'est que, vous savez, enfin, ce que j'ai lu, j'ai pas d'expérience des Nations Unies, mais on dit très souvent qu'aux Nations Unies, vous avez des meetings et ensuite, à l'époque, des BlackBerry meetings. BlackBerry à l'époque, c'était peut-être aujourd'hui, ça va être des iPhone meetings ou bien des corridor meetings, ce qui veut dire qu'en assemblée plénière, on discute des choses, mais ensuite par téléphone, je vais toujours envoyer un texte pour dire que n'oublie pas, moi en tant que pays puissant, je t'aide dans ce projet, je te donne cet emprunt, ce loan, etc., etc. Donc tu sais comment est-ce qu'il faut voter, ou bien tu sais qu'est-ce qui doit être ta position. C'est ça le gros problème. Donc qui veut dire que, et si on met l'Union africaine est supposée être une force. C'est une force. Je pense que l'affaire de Chagos nous l'a démontré, malgré l'hypocrisie mauricienne envers l'Union africaine. Là, je ne parle pas de politique, je parle généralement. Et j'espère vivement que cela va changer. Malgré cette hypocrisie envers l'Union africaine, pendant des années, même notre Premier ministre n'était pas dans ces réunions en ce qui concerne l'Union africaine. Bon, là, définitivement, ça a changé avec ce gouvernement. J'espère que ça va continuer. Mais malgré cette hypocrisie, s'il y avait passé à peu près 50 pays africains qui ont voté positivement à cette résolution en faveur. Parce et la puissance de l'Inde derrière aussi. Définitivement. L'Inde a travaillé pour le cela. deal des Chagos. Et ensuite, vous voyez l'Union africaine qui met à votre disposition l'armada, l'arsenal légal, parce que c'est le bureau des Legal Affairs même qui est venu plaider pour Maurice. Donc, tout ça, c'est très important. Alors, moi, mon point, c'est que pour le moment, ce qu'il va falloir faire, c'est d'essayer de ramener les partis autour d'une table pour dire qu'il faut essayer de résoudre ce problème d'une façon diplomatique. Mais à la longue, moi, je pense que c'est la libération économique des États qui est, en fait, la solution. La libération économique. Et ça a commencé. Vous savez, BRICS, Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a déjà été élargi. Right? On a déjà des projets, par exemple, de cesser d'utiliser le dollar américain pour toutes sortes de transactions. Il y a déjà des projets en termes de créer des nouveaux devises étrangères autres que le dollar. Donc, bon, ça prend beaucoup de temps, mais ça va venir. De l'autre côté, moi, je suis un grand fan de la Chine. Grand fan de la Chine, parce que c'est un pays qui a pu faire ressortir sa population de ce qu'on appelle en anglais abject poverty. C'est pas seulement la pauvreté, mais pauvreté extrême. Et dans une cinquantaine d'années, c'est peut-être le pays le plus riche, même en termes des personnes, en termes des richesses individuelles. Alors, le problème, c'est que, enfin, pas le problème, mais moi, je pense que la solution va venir par rapport à cette libération économique. Mais maintenant, comment faire pour un pays comme Maurice? Bien sûr, je ne pense pas qu'on va être un leader mondial. C'est pas possible, naturellement, de par notre... smallness, de par la façon dont nous sommes, mais au moins on peut être un leader africain. Right? Là aussi, pas nécessairement en termes de ressources, etc., mais en termes du gouvernance, en termes des droits humains, en termes de, vous savez, un modèle électoral, etc., etc. Alors de là, par exemple, si les petits pays peuvent, par exemple, diversifier leurs possibilités économiques. Par exemple, moi, je pense que c'est grand temps pour Maurice de se retourner un peu vers la Chine. Vous savez, Maurice et la Chine, la Chine a signé un traité de ce qu'on appelle Free Trade Agreement avec Maurice en tant que premier pays africain. Même si la Chine est présente partout en Afrique, mais Maurice est le premier pays avec qui on a un traité, mais ça n'a toujours pas été mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas en fonction. Okay? Donc, qui veut dire qu'il faut pouvoir créer ces attachements économiques. Il faut pouvoir, par exemple, diminuer cette dépendance. Avec l'Europe d'abord, parce que
you like it or not, l'Europe et the US, même si les choses changent un peu d'une façon politique, mais ils restent toujours des alliés. Alors, donc, qui veut dire que si on arrive, ça ne veut pas dire qu'on doit être en guerre avec eux, mais si on arrive à diversifier, Jean-Marie a mentionné la souveraineté, donc il y a également la souveraineté économique, donc il faut pouvoir diversifier parce que dans ce contexte, donc si on arrive à faire cette diversification, alors là, automatiquement, les choses vont aussi changer au niveau. Vous savez, une raison pour laquelle, surtout Trump est en train de faire tout ça, parce que ça a été déjà prédit que la Chine, dans les prochaines 5 à 10 ans, est supposée de traverser, de dépasser les États-Unis économiquement. Mais, vous voyez, il fallait faire quelque chose pour faire cela. Alors, même tous les embargos, bien même tous les trade wars qu'on est en train d'avoir entre les États-Unis et la Chine, donc tout ça n'est pas en train d'empêcher la Chine. Bon, ça retarde un peu le nouveau classement, mais ça va revenir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire par rapport à cela. Messieurs, il nous reste que 10 minutes. Le temps passe tellement vite. Oh. Alors, on va parler d'assistance. Vous savez, dans une guerre, il y a des civils. Quelle est la situation des civils dans une période de guerre? Si vous me permettez, Josiane, je pense que en termes de droit, c'est-à-dire que vous avez vous avez ce qu'on appelle le droit, les droits humains, right? Donc en anglais, International Human Rights Law, et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle International Humanitarian Law. Alors, Human Rights Law, c'est en temps de guerre et en temps de paix aussi. C'est la situation normale. Ensuite, Humanitarian, ça c'est spécifiquement en temps de guerre. Bien sûr, on s'est inspiré de ce qu'on appelle les conventions de Genève, mais également ce qu'on appelle International Customary Law. Donc, à l'époque, comment est-ce qu'on faisait la guerre? Comment est-ce qu'il fallait respecter une femme, un enfant, un non-combatant, comme on dit en anglais. Donc, tout ça, on a cristallisé, on a fait ces conventions. Donc, mais peut-être que l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense qu'en temps de guerre, l'un suspend l'autre. En fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, bien sûr qu'il y aura, sur le devant, il y aura International Humanitarian Law, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est des règles qui vont nous dire comment est-ce que la guerre doit être faite en règle. C'est-à-dire qu'il y a des choses à respecter. Il y a, par exemple, même les armes. Il y a des armes qu'on appelle des weapons of mass destruction qui est complètement interdit. Right? Il y a des conventional weapons, mais même ces conventional weapons, il y a des traités spécifiques qui nous disent comment les utiliser. Par exemple, les mines. Les mines, on sait que c'est utilisé dans les guerres, mais il y a toute une panoplie de règles qui nous dit comment utiliser des mines. C'est-à-dire que où est-ce qu'on peut les placer légalement s'il y a, par exemple, une communauté des gens qui vit et tout, donc on ne peut pas. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que donc la confusion, c'est qu'on pense qu'en temps de guerre, il n'y a plus des droits humains qui existent, mais c'est pas vrai. Non, mais donc, messieurs, est-ce que c'est respecté? Alors, quand on regarde la situation à Gaza, par exemple, je pense que ces choses-là ne sont pas respectées. Non, il y a deux choses. Il y a l'application de ces règles et le respect de ces règles et le contrôle de ce respect. Il y a plusieurs aspects. Donc, si on peut dire le droit humanitaire en période de guerre, Amal a parfaitement raison de dire qu'il n'y a pas de moratoire pour les droits humains. Elle s'applique tout le temps, in toto. Donc, il y a un ensemble, le droit humanitaire international, c'est un ensemble de règles qui à respecter pour limiter les répercussions des conflits. Et limiter le nombre de victimes civiles qui ne prennent pas part au combat. Quand on voit ce qui s'est passé à Gaza, 55 000 minimum victimes avérées sans compter. Donc, on est amené à poser des questions. Et les règles d'application sont bien définies. Il faut que les ONG ou les organismes d'État, d'aide, je pense là, intergouvernemental, je pense à UNWRA, que Trump et Israël avaient dit que non, il ne faut pas ça. Et c'est leur rôle de venir en aide aux réfugiés. Donc il y a la règle d'humanité, il y a la règle d'impartialité, il y a la règle de neutralité. On ne peut pas traiter une personne et pas une autre personne parce que ce sont deux camps opposés. Il y a la règle de l'indépendance et surtout que ces actions
de soutien aux victimes des conflits armés soit accordé à tous, donc universalité, et sur la base d'un volontariat. Et il y a également, Amal a raison de dire que les droits humains continuent d'être enforceable, même en temps de conflit. Il n'y a pas de peine à carême pour ces affaires-là. Il est appliqué tout le temps. Okay? Mais bon, maintenant, est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est contrôlable? Est-ce que c'est amendable? Ça, c'est une autre question. Et là, ça dépend également, et on a vu également, encore une fois, ce que ça a donné à Gaza pour l'entrée de l'aide humanitaire, le contrôle d'accès, etc. Les droits humains demeurent permanents, universels et inaliénables. OK? Donc, ça c'est le truc idéal. Mais idéalement, je pense que la meilleure façon de limiter ces considérations-là, c'est de ne pas avoir de guerre. Messieurs, ma question, pour être plus clair et simple, en vous écoutant, c'est que logiquement, on a vu la situation en Russie et en Ukraine, par exemple. Les civils, est-ce qu'ils sont en danger? Bah, écoutez, c'est normal. Ouais. Et, il y a ce qu'on appelle les frappes chirurgicales, et il y a ce mot, cette notion qui est horrible à mon avis, c'est le dommage collatéral. Donc les vies sont considérées comme étant des dommages collatéraux. Mais par ailleurs, la documentation de ces affaires-là, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a une différence d'approche et de concern entre l'Ukraine et ce qui se passe à Gaza. C'est un autre débat, ce serait intéressant de faire un magazine dessus. Une fois, je sais, vous comptez sur moi dessus. Hein? Mais l'idée, c'est ça peut, et c'est dans les faits, ça peut paraître académique. Cette considération des droits, des règles, etc. et tout ça. Mais qu'est-ce qui ça n'empêche pas les gens de mourir? Ça n'empêche pas des bombes de rater leur cible et de tomber sur, volontairement ou pas, sur un camp de réfugiés, sur un endroit où les gens sont en train de prendre à manger. Mais à partir du moment où c'est documenté, le jour où il y aura une enquête spéciale, comme il y a eu en Yougoslavie, tribunal pénal international pour la Yougoslavie, ben ces gens-là devront venir répondre de leurs actes. On ne peut pas dire, mais c'est parce qu'on n'applique pas, ben, ça ne vaut pas la peine de documenter. Non, il faut le documenter. Parce qu'il y a le name and shame. Déjà, l'opinion publique. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple d'Israël, un peu moins la Russie. Et Israël is a rogue state. La Russie aussi un peu, ok? Mais la Russie a la bombe nucléaire. Et donc, elle a le droit de veto. D'accord? Tout à l'heure, Amal parlait de la Chine. Il fallait renforcer nos liens avec la Chine. N'oublions pas qu'il y a eu tout un ramdam autour des supposés liens entre Maurice et la Chine pour faire capoter le deal de Davos. Hein? Donc, il faut le faire avec tout le doigté diplomatique qu'il faut. Parce que on n'a pas fait que des heureux avec ce deal-là. On n'a pas fait que des heureux. Ça, c'est clair. Donc, il y a une vision académique, mais la documentation est importante et c'est là où les institutions sont importantes. Même si on peut considérer que le secrétaire général des Nations Unies coûte un tas d'argent, il ne peut rien faire. Oui, mais le jour où ça tombe et qu'il faut que les gens viennent rendre compte, là, regardez ce qui s'est passé en Yougoslavie, Milosevic, etc., ont été amenés devant les tribunaux. Ils ont été enfermés. Il y en a même qui est mort en prison. Ok? Donc, c'est un message envoyé aux futurs despotes, quoi. Est-ce qu'il y a une volonté, d'après vous, pour arrêter cette guerre? Moi, je pense que le gros problème, c'est Trump lui-même.
Parce que avant ses prédécesseurs, que ce soit Bush ou bien que ce soit Barack Obama, ils étaient un peu plus futés et ils mesuraient un peu plus leurs actions. Mais là, le gros danger, c'est Mais il a fait lui-même en il tant a que fait un président. appel là, hein, pour arrêter cette guerre. Oui, qui est contradictoire, parce Totalement que contradictoire. totalement contradictoire. Et moi, en termes de documentation, ce que Jean-Marie a dit qui est très très important, vous savez, pour moi, pour chaque leader politique que vous avez, si je prends l'exemple de Trump, là, dans le monde, il y a une seule entité qui a plus de pouvoir que Trump, c'est le peuple américain. C'est-à-dire que c'est l'entité qui l'a emmené au pouvoir. Alors moi, je pense que la documentation est tellement importante, que ça soit fait d'une façon académique, comme il a dit, en termes de rapport et tout, mais que ça soit fait en utilisant les réseaux sociaux aussi. Donc, il faut pouvoir, par exemple, dire au peuple américain, à cette femme, à ce jeune homme, à cette vieille personne américaine, de regarder ce que les actions que votre politique est en train de faire, regardez les conséquences, les répercussions. Alors ça peut y avoir quelques... Et n'oublions pas qu'il y a le système de gouvernance américaine. Ouais. Il y a des juges qui ont émis des jugements Ouais. contre les décisions Ouais. de l'exécutif. C'est là, quelque part, la beauté du système américain. C'est qu'il y a une séparation de pouvoir assez étanche. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas en France ou en Angleterre ou dans d'autres pays. Et le président américain peut être traîné en justice et peut voir un juge autosaisir d'une question et dire non, monsieur le président, vous avez tort. Et on ne va pas appliquer cette loi, par exemple, là, sur les immigrants étrangers. Ouais. Ils ne vont pas l'appliquer parce qu'ils pensent que c'est contre l'esprit de telle section de la Constitution américaine. Donc, Monsieur, une dernière question avant de terminer. Concernant ces armes qui sont interdites, est-ce que vous pensez qu'en période de guerre, alors que chacun tire sur l'autre, est-ce que c'est possible ça de ne pas utiliser ces armes interdites ou est-ce qu'il y a des violations en période de guerre? écoutez, vous nous voyez, excusez-moi monsieur, avant de tirer là, laissez-moi regarder si c'est ok, votre balle et tout ça, il y a les balles doum qui, quand ils rentrent d'un côté, ils éclatent de l'autre côté, ça c'est interdit, hein, mais il y a des engagements que les pays ont pris. Mais bon, c'est pas seulement la guerre, il faut voir ce qui se passe, par exemple, au niveau des guérillas qu'il y a eu en Amérique du Sud, en Afrique, en ce moment même, Oui, au Congo. au Congo, il y a des conflits armés, au Soudan, il y a des conflits armés. Et si vous dites, excusez-moi monsieur, je peux jeter un coup d'œil là, après ça je vous donne un petit tampon. Et puis... Non, c'est pas réaliste, c'est pas réaliste. Mais il faut qu'il y en ait de règles. Il faut que les États... Alors, quand on dit guerre, on conçoit la guerre comme au 19e siècle et au 20e siècle, la guerre entre États. Le Hamas n'est pas un État. Donc, où vous allez contrôler? Qu'est-ce que vous allez contrôler? Comment vous allez contrôler? Israël n'accepte pas d'avoir des journalistes étrangers pour venir voir ce qu'ils ont fait. Ils ont tué tous les journalistes palestiniens. Tous ils ont tué. Okay? Ils ont empêché Al Jazeera d'émettre de leur territoire. Al Jazeera est en Jordanie maintenant. Bon, voilà, se pose le problème du contrôle. Mais s'il n'y a pas eu un contrôle effectif, il peut y avoir une documentation pour dire on ne nous a pas permis de. Et le jour où il y aura un tribunal international, maintenant expliquer pourquoi. Il faudra répondre. Donc, c'est un peu des contentions de l'esprit. Mais un jour ou l'autre, ils vont avoir à répondre. La guerre aujourd'hui permet à Netanyahou de rester au pouvoir. Il évoque les temps de guerre. Mais le jour où il n'y a pas de guerre, et je réponds peut-être à une question, pourquoi il va continuer la guerre? Il a tout intérêt à continuer la guerre. Tant qu'il continue la guerre, il reste Premier ministre. Et il a l'immunité. OK? Ben, voilà. Hein? Alors, Mamadou, je parle sous mal, quoi. On termine? Peut-être on termine sur ce thème. Alors, les aides humanitaires, les ONG, et comment vous entrevoyez la suite de cette guerre?
Là, moi, je pense que, voilà, pour trouver la solution politique, on ne sait pas comment ça va se faire. On ne sait pas, même s'il y a beaucoup d'efforts d'une part ou d'une autre. Même notre Premier ministre a émis un communiqué. Mais là, je pense que le focus doit être les peuples en question. Pas seulement au Téhéran, mais également au Israël aussi, même si, bien sûr, le nombre, peut-être, des fois, n'est pas comparable. Mais bon, même si c'est 24 Israéliens, ce sont des Israéliens. Et pour vous dire que... Des humains. Et pour vous dire que la majorité des Israéliens sont pour le Two-State Solutions. Donc, il y a la politique israélienne et il y a le peuple israélien. Donc, il veut dire que le focus doit être de ce côté-ci. Alors, il faut faire un effort diplomatique énorme pour qu'on peut ouvrir un peu les corridors, comme on dit en anglais, pour qu'on peut faire passer des médicaments, de la nourriture de base, etc., etc. Mais également, moi, peut-être mon mot de la fin va être félicitations et chapeau bas à un pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, vous savez, ne s'est pas, disons, trop pensé sur même la répercussion économique que cela aura. Alors, ils sont entrés en guerre avec les États-Unis, ils ont poursuivi, en fait. C'est l'État qui a mis le cas contre Israël pour war crimes et crimes against humanity ce qu'on appelle la Cour pénale internationale, ICC. Donc, qui veut dire qu'il faut pouvoir se rallier. Il faut trouver le juste mot politique, parce que je suis d'accord avec Jean-Marie en termes de, par exemple, il avait pris l'exemple de la Chine et il n'y a pas beaucoup d'États qui ont été ravis et contents de cela, mais il faut essayer de trouver. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas vraiment le cas à Maurice, mais le Ministry of Foreign Affairs. Dans d'autres pays, c'est one of the most important ones. Donc, pour Maurice aussi, il faut qu'on a des penseurs, il faut qu'on a des personnes stratégiques qui peuvent s'asseoir, qui peuvent faire des réflexions pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'allie, non-alignment, ou bien on s'allie sur des bases économiques, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire parce que n'oubliez pas que ce que j'ai lu hier, en fait, sur Al Jazeera, c'est que Ayatollah Khomeini a dans son viseur Diego Garcia aussi. Parce que le plan, c'est de détruire les facilités, comme l'Amérique a fait pour l'Iran. Alors, le plan, c'est également de détruire les facilités américaines en ce qui concerne des facilités militaires. Alors, on a mentionné Diego Garcia. Donc, si ça se fait, bien sûr qu'il y aura énormément d'implications. Donc, il faut en penser. Oui, alors, tout d'abord, je crois qu'il est extrêmement important de savoir prendre les positions qu'il faut à ces moments-là. Je crois que Maurice a sans doute un rôle à jouer, de fait même d'avoir eu l'affaire de Diego Garcia. On peut être un peu plus présent à ce niveau-là. Et puis, je crois qu'il faut également, malgré notre étroitesse territoriale, dire ce que l'on pense, penser ce que l'on dit, et être en accord avec les grands principes de respect du droit. Chapeau à l'Afrique du Sud, je m'allie totalement sur ce que Amal a dit. À travers ces actions de l'Afrique du Sud, c'est l'esprit de Mandela, c'est l'esprit de Madiba qui est en train de guider la politique étrangère américaine. Et je me souviens d'une interview à laquelle Madiba répondait. On lui reprochait d'être ami à Kadhafi et ami à Arafat. Et il a répondu de but en blanc: vos ennemis peuvent être nos amis. Et nos amis peuvent être vos ennemis. Et vos ennemis n'ont pas à être nos ennemis. Donc, cet esprit-là, c'est ce qui va asseoir la crédibilité de l'Afrique du Sud. Et je pense qu'on a tout intérêt, nous, à s'aligner sur cet esprit de libre pensée critique. Et que Maurice est déjà un exemple de cohabitation. Déjà un exemple. Et on doit s'appuyer sur cet exemple. Et ça, c'est ce qui fait notre force et notre particularisme. Donc, pour dire c'est possible. Et on doit pouvoir également se mettre en avant pour dire, OK, vous voulez dialoguer? Nous, on vous accueille. Venez, on va vous aider à trouver des solutions. On peut être petit,
but we are certainly smart. Jean Richard, membre Human Rights Division, National Human Rights Commission. Également Amar Mahadiou, qui est prof de droit à l'Université de Maurice et également coordinateur à 10 mois. Messieurs, merci beaucoup de votre présence sur le plateau. Merci beaucoup, Josian, et je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Certainement. Dans d'autres émissions, vous pouvez compter sur nous. Merci à vous. Sur moi, en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci, messieurs. Je pense aussi. Merci. Et tout à fait. Merci beaucoup pour cette expertise. Merci à vous. Allez, bye. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée. Au revoir.